Le plaisir a été pour Ikambéré d'être invité ici à ses premiers ateliers. Ikambéré dit merci aux organisateurs de permettre que nous échangions sur ce que nous faisons avec des femmes, pas seulement les femmes vivant avec le VIH, mais la femme en général. Alors, ce qui m'a été demandé de faire, c'est de parler des enjeux de la santé sexuelle des femmes migrantes vivant en France, en Afrique, mais comme Ikambéré, c'est l'Afrique en miniature, je ne me suis pas déplacée, nous sommes restés en France pour vous apporter cette information. Alors, quand on parle d'Ikambéré, Ikambéré, ça veut dire maison accueillante en Kinyarwanda. La langue que parlent les Rwandais, la langue de la fondatrice d'Ikambéré, c'est Madame Bernadette Rugera. Elle a créé cette maison en 1997 et aujourd'hui, en 2024, quand on parle de l'association Ikambéré, nous voyons la déclinaison de 3 grandes maisons. La première qui a été créée en 1997, ça fait 27 ans aujourd'hui, qui accompagne, fait la prise en charge globale des femmes infectées par le VIH, c'est-à-dire de l'état de précarité à l'état d'autonomie. La deuxième maison qui a été créée en 2022, qui a fait aussi la prise en charge globale des femmes souffrant de diabète, d'hypertension et en situation d'obésité. Et en 2021, ça part d'un constat, la maison de séjour, et qu'on appelle Ikirambi. Ikirambi, ça veut dire la maison reposante. La directrice a simplement constaté que le personnel va en vacances, elles vont quand même se reposer, mais les bénéficiaires, non. Et c'est là où est venue l'idée de créer cette maison, dont les 2 sites, le site de Saint-Denis et le site d'Ivry, une fois par mois, les médiateurs ou le personnel les accompagnent. Mais je ne suis pas là pour présenter Ikambéré, je suis là pour parler des enjeux de santé sexuelle des femmes en Afrique. Et vous allez bien voir, quand je dis Ikambéré, c'est l'Afrique en miniature. Mais Ikambéré n'accompagne pas seulement les femmes africaines, Ikambéré accompagne toutes les femmes qui sont infectées ou qui vivent de pathologies chroniques, le VIH, l'hypertension, le diabète et en situation d'obésité. Mais on s'est rendu compte qu'au fil des ans de l'accompagnement, les femmes, la file active est plus composée de 80 voire 90% de femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne. Donc c'est ce graphique qui me fait vous dire que Ikambéré, c'est l'Afrique en miniature. Le maillot jaune des femmes, c'est la Côte d'Ivoire, suivi du Cameroun, du Mali et jusqu'en Guinée-Bissau, sans toutefois oublier les pays du Maghreb et les pays de l'Europe, c'est-à-dire occidentale et de l'Est. Et nous avions pratiquement 35 pays, dont 35 pays d'origine accompagnés par Ikambéré. Et alors, nous avons fait cette, on ne peut pas dire recherche, mais on a eu des entretiens en 2023 avec un étudiant et nous avions sorti ce livret intitulé « Femmes, violence et VIH, une réalité étouffée ». Et à partir de ces entretiens, on a relevé que les violences sont le catalyseur, une conséquence du VIH. On en parle, Delphine en a parlé. Les violences sont vécues dès l'enfance, dans le pays d'origine, pendant le parcours migratoire et ici en France. Et les violences sont variées. Déjà, une personne ou une femme infectée par le VIH en Afrique, tu es déjà une personne de mauvaise vie, tu es une personne qui fait la honte de la famille. En bref, vivre avec le VIH pour une femme africaine, c'est la mort sociale. Qu'est-ce que j'entends par mort sociale? C'est-à-dire, déjà, elle ne se sent plus femme, elle est une personne qui est rejetée, une personne qui a perdu son estime de soi. Parfois, elle finit par se dire « je ne sers plus à rien du tout ». Alors, les facteurs de vulnérabilité en santé sexuelle des femmes accompagnées par Ikambéré. J'ai bien précisé, parce que Ikambéré n'accompagne pas seulement les femmes vivant avec le VIH, nous menions aussi des actions hors les murs d'Ikambéré. Alors,
Alors, ces facteurs de vulnérabilité sont lesquels? C'est depuis hier que cela a été dit. Les violences basées sur le genre. Ces violences sont physiques, psychologiques, sexuelles et économiques. Je ne rentre plus dans le détail a déjà été dit. Il y a les rapports sexuels transactionnels. Quand ces femmes arrivent ici en France, la plupart du temps, en quittant le pays, elles se disent la France c'est le paradis, c'est le Eldorado, et alors quand elles arrivent, ce n'est pas le paradis. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Tout être humain, il faudrait que la personne puisse satisfaire les besoins fondamentaux, manger, dormir, se vêtir. Parfois, elles sont incapables de s'acheter un bout de pain. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent dans ce qu'on appelle le rapport sexuel transactionnel, c'est-à-dire le rapport pour la maison, pour le vêtement, pour manger. Mais parfois, ces femmes ne se rendent même pas compte que c'est le rapport transactionnel. Parce que le monsieur qui l'héberge, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, on va se marier, je t'aime bien. Mais elle ne comprend pas que le fait qu'il te donne à manger, c'est pour te récupérer le soir dans son lit. Et avec des ateliers, on a pu amener ces femmes à prendre conscience de cette situation. Et aussi l'exploitation sexuelle. Les rapports sexuels non consentis, le non-consentement, les difficultés de négocier le préservatif. Parfois, ils nous font savoir, je suis là, elle est consciente que tout rapport non protégé est un rapport à risque, mais étant dans ces situations de précarité, elle finit par baisser les chines. Quand elle demande à ce monsieur, est-ce qu'on peut utiliser le préservatif, avec sa violence, lui dit, mais tu penses que je suis malade? Je ne suis pas malade, mais je te loge ici chez moi et procède par le chantage. Comme cette dernière ne connaît pas qu'est-ce qui se passe en France, si tu t'amuses, je vais aller dire à la police que tu es sans papier. Oh là là, sans papier, police. Étant ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse les chines et elle se retrouve dans ce rapport. Elle ne peut pas du tout négocier. Elle n'a rien du tout à dire. Il y a les viols, les incestes étouffés. C'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de familles africaines, tant ici qu'en Afrique, mais on n'en parle pas du tout. C'est le secret familial. Et c'est des choses qui broient ces femmes. Ce sont ces choses-là qui les détruisent et qui perturbent tellement leur santé sexuelle. Nous avions que la reproduction, pour une femme, le rapport sexuel, c'est quoi? C'est pour avoir des enfants, le plaisir. Parfois, quand j'échange avec des femmes conseillères en santé sexuelle et droits humains, parfois, il y a des petits mots que j'utilise quand j'anime les groupes de parole, tant à Ikambéré qu'à l'extérieur. Quand je leur demande, les filles, pendant que tu as eu des rapports avec ton partenaire, est-ce que tu as ressenti un peu de l'électricité? L'électricité, c'est l'orgasme, hein, mais elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Il y a nombreuses qui n'en ont jamais eu. Et le manque d'information, et c'est la raison pour laquelle Ikambéré, nous pensons, c'est notre credo, informer. L'information, c'est le pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Quand elles sont bien informées, elles sont capables de prendre leur vie en main et d'avoir la tête haute. Parce que c'est ça, ce manque d'information, qui crée ce véritable problème. Quand elle doit savoir que mon corps à moi, je suis seule à choisir. Quand elle va savoir qu'il y a des dispositifs pour ne pas tomber enceinte, quand elle serait capable, avec des arguments en main, pour négocier un préservatif, quand le monsieur va lui dire « Ah, tu sais, le préservatif me sert », et elle serait capable de lui dire « Monsieur, il y a la grande, il y a la petite, il y a la taille moyenne ». Ah bon, alors il va comprendre que tiens, cette dernière, où il va lui dire « Oh, je n'aime pas le préservatif », cette dernière va lui dire « J'ai le mien, qui est le préservatif interne ». Alors ce dernier va se dire « Celle-ci, je n'en rencontre pas ». Et les droits de femmes... Et les droits des femmes bafoués, la discrimination, la stigmatisation. Et est-ce que ces femmes vivent? Je vais échanger avec vous la représentation reçue et la représentation vécue. La représentation reçue, c'est quoi? Dans leur contexte, dans le contexte, que ce soit ici en France, des migrants de l'Afrique subsaharienne, quand tu es infecté par le VIH, cela veut dire que tu es une personne de mauvaise vie. Ils oublient qu'une seule fois suffit pour contracter le virus du VIH. Et comme elles ont vu que les personnes infectées par le VIH sont rejetées, sont stigmatisées, sont discriminées, parfois on te pousse même au suicide, c'est-à-dire le suicide programmé, tu fais la honte du pays. Cette dernière, quand elle fait son test plus tard et est infectée, cette représentation reçue devient une représentation vécue. Ça ressort et elle se dit, tiens, si j'en parle, on va dire que je suis une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faudrait que je ferme la bouche. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, parfois, quand tu lui demandes, ça fait 15 ans que tu vis avec le VIH, pourquoi tu n'en parles pas? Elle dit, elle a les flashbacks, elle voit ce que les personnes vivant avec le VIH ont subi comme elle préfère fermer la bouche. Donc en ce moment, il faut avoir des outils et des clés pour l'amener à ouvrir la bouche et de l'aider davantage. Elles ne sont pas dans le silence parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles ont subi des choses très graves qui ont impacté leur estime de soi. Et les droits, l'orientation sexuelle, ne pas avoir le droit de choisir son partenaire. On a parlé de beaucoup de mariages forcés. De mariage forcé, il suffit juste que tu dises que tu es une femme qui a aimé une femme, que cela devient un scandale. Là, vraiment, on te met hors d'état de nuire. On peut faire tout et tout pour te tuer. Je peux dire te tuer parce qu'il faudrait que je le dise. Tuer quelqu'un, ce n'est pas prendre l'arme et planter dans le cœur, mais quand tu te sens seul, tu n'as plus personne, tu n'as plus à qui te confier. Mais parfois, tu vas mettre fin à ta vie. Alors, ces témoignages vont parler. Ça, ce sont les témoignages des femmes. Le tout premier témoignage est celui-ci. Tu es comme une bonne. C'est des déclarations des femmes. Et nous avions répertorié cela sur ce livre que je vous ai montré en amont. Et puis, il n'y a pas de salaire. Puis, tu dois tout faire. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas de toit, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de papier, je ne pouvais rien faire. Et ça rentre dans ce qu'on appelle, quand elles arrivent ici, dans l'exploitation sexuelle, et elles se retrouvent dans ce qu'on appelle les rapports transactionnels. Une bonne à tout faire. C'est après le mariage que j'ai découvert une autre facette de lui. Il me battait jusqu'au sang, et en plus, avant et après la grossesse, même devant la petite. Les violences sexuelles, la violence conjugale. Le monsieur qui est là, vous savez un peu le rapport de genre avec l'homme migrant originaire d'Afrique subsaharienne, que je vous le dise, même s'il a un bac plus 80. Il a grandi dans une société, on lui a dit c'est l'homme qui a la dernière parole. Donc lui, il est comme le général de l'armée dans le ménage. Vous connaissez un peu le général de l'armée. Quand le général parle, le colonel n'a rien à dire, le lieutenant-colonel n'a rien à dire, le capitaine n'a rien à dire, jusqu'au sac à dos. Tout le monde se met en garde à vous. C'est comme ça. Et les viols à répétition ont tué mon amour-propre. Je faisais confiance à des hommes qui, à chaque fois, ont abusé de moi. C'est grâce à l'association Ikambere, quelque part, que voilà, je me suis sentie en position de force de dire non à d'autres personnes qui voulaient abuser de moi. C'est là où j'ai parlé de l'information, c'est le pouvoir. À Ikambere, on développe à ces femmes, elles ont une résilience, vous ne pouvez pas imaginer. Elles tiennent souvent ce discours, ce qui ne m'a pas tué me rend fort. Elles ont, avec l'information, avec les ateliers, tout ce qu'on met en main pour capaciter ces femmes, ça leur permet de dire et de défendre parfois leurs droits. Le droit de dire non. Parce que beaucoup de femmes, nous qui avions grandi en Afrique subsaharienne, on ne nous a pas appris à parler. On te dit tais-toi, écoute et tu fermes ta bouche, même si tu as quelque chose à dire. Et à Ikambere, et hors la limite d'Ikambere, on leur dit, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Alors, les facteurs de vulnérabilité en santé sexuelle, il y a ces pratiques sexuelles culturelles à risque. C'est un challenge. Alors, ce sont les pratiques. Nous avions travaillé à Ikambere un midi simplement, comme j'anime tout le temps quand il n'y a pas d'intervenant extérieur. J'ai posé la question aux filles. Alors, les filles, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre Pays-Bas? Vous savez ce que c'est que le Pays-Bas? Alors, les filles, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre Pays-Bas? Ah ouais? Il y a des choses, elles ont donné tellement d'informations. Je suis née en Afrique, grandi, les études supérieures, travaillé. Il y a des pratiques que je n'ai jamais entendu parler. Et nous avions trouvé important que ces pratiques sexuelles culturelles à risque, il faudrait que nos collègues puissent être au courant. Parce que le gynécologue de renom, qui a fait 40 ans de travail, quand il va se retrouver une fois, deux fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois devant les vaginoses à répétition, risquerait lui-même de se remettre en question. Mais j'ai fait 40 ans. Qu'est-ce que ce vagin veut me montrer? Juste parce que, en amont, il n'a pas eu cette information. Et quand il a cette information, il y a des pratiques pour assécher le vagin, il y a des pratiques pour nettoyer, il y a des pratiques pour stimuler les sécrétions vaginales. Et la notion de propreté, qu'a la femme migrante originaire d'Afrique subsaharienne, ce n'est pas la même notion de propreté qu'a la femme, la caucasienne. Chez nous, c'est quand on lave que c'est propre, c'est quand on introduit que c'est propre. Alors, le personnel, mes collègues, quand vous êtes au courant, que vous êtes informés, devant ces situations, vous ne vous retrouvez plus démunis. C'est la raison pour laquelle Ikambere a compris qu'il faudrait qu'on sensibilise les collègues et cela soit juste une valeur ajoutée à votre prise en soin. Nous avions les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, il y a l'excision, il y a les infibulations. Il y a beaucoup, quand elles sont là, Ikambere, quand on parle, on échange avec elles nous font savoir qu'elles ont subi ces mutilations sexuelles. Mais Ikambere n'est pas insensible. Nous avions un réseau tout autour de nous. On écoute parce qu'Ikambere ne peut pas répondre à tous les besoins des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Nous les orientons vers les partenaires de terrain tels que la maison de la femme de l'hôpital de La Fontaine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a l'étirement des petites lèvres. Ah oui, médecin, la Solange a parlé hier, les étirements des petites lèvres. C'est une pratique qui se fait en Afrique, à l'est du Congo, au Burundi, au Rwanda, dans les pays de l'Afrique de l'Est. Alors j'interpelle, pas interpeller, n'est-ce pas, mes collègues qui sont là, et les gynécos, si vous êtes en train de faire une consultation et que vous voyez les petites lèvres qui ont la longueur des oreilles de lapin, ne soyez pas surpris, n'allez pas chercher le dermato. C'est une pratique. Mais à quel âge ils font cette pratique à quel âge? Pratiquement très jeune, hein, à 10 ans, à 10 ans. Hein? 10 ans, oui. Et ce sont les tantes, les cousines. Qu'est-ce qu'on fait? On prend. Vraiment. Alors la République dans la République, Solange. Alors comment est-ce qu'ils font? Alors on prend un roseau. Malheureusement, je ne sais pas comment je vais tenir ça là. On prend un roseau. Vous savez très bien le roseau. On casse le roseau. On tire la petite lèvre. On met entre le roseau et on serre. Et on tire avec, je vois déjà des personnes, mettez vos ceintures de sécurité. Hein. Et là, voilà, on met et on tire les lèvres, les petites lèvres. La prochaine fois, on vient, on avance jusqu'à ce que la petite lèvre avoir cette longueur. Et j'ai eu le témoignage d'une collègue qui m'a dit, quand j'ai essayé ça, j'ai eu tellement mal que je suis allée dire à mon papa, il a dit, allez, laisse tomber, il ne faudrait pas que vous fassiez ça à ma fille. Donc, les collègues, c'est... Et tout, vous allez voir, toutes ces pratiques, que ce soit les pratiques intravaginales, les pratiques, les mutilations sexuelles, les étirements, c'est pour le plaisir de l'homme. Donc, le challenge n'est pas seulement d'informer les femmes, le plus gros morceau, c'est d'informer les hommes. Je peux continuer? Alors, maintenant, qu'est-ce que Ikambere fait? Tu as relevé tous ses besoins, n'est-ce pas? Tous ces facteurs de vulnérabilité. Qu'est-ce que Ikambere fait concrètement? Le pratico-pratique. Parce qu'à Ikambere, nous ne sommes pas dans les nuages. On prend la chose telle qu'elle est, on voit ce qu'il y a lieu de faire pour trouver une solution. On commence d'abord par l'accès au logement. Parce que le premier besoin, vous savez, toutes ces choses qu'elles vivent ici en France, et parfois au pays, c'est parce que ce sont des femmes qui ne sont pas autonomes. Elles sont dans la prise en charge globale. Vous savez, quand tu es dans la prise en charge globale, tu n'as rien à dire. Il va te dire si tu t'amuses, si tu me fais pas ce que je te demande, je ne te donne plus à manger. Est-ce que c'est faux? Les hommes là qui me regardent là, c'est vrai ou non? Il y a l'accès à l'emploi. C'est-à-dire, Ikambere accompagne ces femmes de l'état de précarité à l'état d'autonomie.
quand elles reçoivent, quand elles ont eu le sésame, vous savez que le titre de séjour en France, c'est le sésame. Et quand tu as ton sésame, tu as ton boulot, cela te permet d'avoir un logement. Parce que nombreux sont dans les 115. Il y a la rupture de l'isolement. Comment est-ce que Ikambéré le fait? À Ikambéré, nous avions beaucoup d'ateliers axés sur la femme. Ikambéré, c'est la maison qui relève les femmes. Parce que quand elles arrivent à Ikambéré, elles sont complètement dissociées. Vous la voyez là en face de toi, mais c'est deux personnes. Le corps, le côté mental est complètement dissocié. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir associer, pour pouvoir permettre à ces femmes de se relever? Nous avions beaucoup d'ateliers. Il y a l'atelier et la danse-thérapie. Il y a la socio-esthéticienne qui est là le mardi. Le coach de sport, il est là le mercredi et le vendredi. La diététicienne le mercredi. Et aussi nous invitons à titre bénévole beaucoup de médecins qui viennent former et informer les femmes sur des problématiques spécifiques. Et ce n'est pas le médecin qui vient chez nous avec le thème. Ce sont les femmes, ce sont des femmes qui proposent le thème du jour. Donc ce n'est pas un professeur d'université qui vient présenter son cours, non. On lui dit ce qu'elle va dire, ce qu'il va dire. Et cela permet, il y a aussi la paire aidance. Parce que les témoignages des pères permettent à celle qui vient d'arriver de comprendre que malgré le VIH, je suis séropositive et je demeure positive. Ça veut dire quoi? Oui, le VIH, tu es là, mais toi, tu ne m'empêches pas aujourd'hui de me projeter dans l'avenir, d'avoir mes projets à moyen et à long terme. Et ce sont les pères qui le disent. Vous savez, le témoignage du père est une puissance. Quand elle arrive et que le père lui dit « Mais tiens, moi aussi, j'ai traversé la mer, j'étais maquereau comme toi. » Parce qu'il y a un mot, on appelle des personnes qui ont traversé la mer, que les maquereaux, ou les poissons, n'est-ce pas, ou les carpes. C'est comme ça qu'on oui, les maquereaux, les carpes. Et oui, j'ai aussi traversé, je suis arrivée, j'étais sans domicile fixe, j'ai fait le 115, j'ai souffert comme toi. Mais cela n'a pas empêché que j'avais mon focus. Il faut obtenir mon titre de séjour. J'ai été accompagnée et aujourd'hui, je suis autonome. Ah, elle se dit, tiens, ah bon? Donc, on peut en arriver là. Et le témoignage du père éducateur, ça lui donne une force incroyable qui lui permet de faire quoi? De se mettre debout, malgré les circonstances, malgré les situations, et voir la vérité. La vérité, c'est quoi? Qui est son autonomie. Et il y a aussi accès au droit. Nous invitons, à titre bénévole, des juristes, des avocats, venir échanger avec des femmes. Parce qu'il faudrait connaître ton droit. Il faut savoir ce que c'est. Parfois, il y a des choses que tu laisses tomber alors que cela te revenait de droit. Mais quand tu n'es pas informé, tu te dis c'est normal. Alors, pendant ces ateliers, ça leur permet de sortir de la normalité et de prendre leur vie en main. C'est ce que nous appelons à Ikambéré l'empowerment. Donner les capacités à ces femmes d'agir, de savoir-être, de savoir-faire. Et aussi, nous avions la qualité de vie. Nous leur donnons un repas équilibré tous les jours du lundi au vendredi. La diététicienne est là pour donner des conseils. Et dans cette qualité de vie, je vais poursuivre. Et il y a l'alphabétisation. Vous savez, nombreuses parfois ne savent ni lire ni écrire. Et dans un pays francophone, le premier élément pour s'intégrer, c'est quoi? C'est de parler la langue. Et nous avions les ateliers d'alphabétisation. Nous avons une animatrice bien formée qui sait comment elle peut amener celle qui ne sait ni lire ni écrire à pouvoir parler la langue française. Et nous avions aussi des outils pédagogiques. Nous parlons de la santé sexuelle. On ne parle pas parce qu'il y a des moments où elles ont l'habitude de mettre tellement de choses dans le vagin. Mais si tu lui poses la question, le code de l'utérus, c'est à quel niveau? Parfois, je pose la question, une femme a combien d'orifices? À nombreuses me disent 2. Mais si tu n'as pas cette planche anatomique, pour leur montrer, pour qu'elles s'approprient de leur corps, ça serait comme si tu chantais l'oiseau, comme l'avion qui traverse le ciel mais ne laisse jamais de traces. Donc ces outils permettent à ces femmes de s'approprier de leur corps. Ce n'est pas seulement les planches anatomiques de l'appareil génital de l'homme, de la femme, mais de l'homme aussi. Il y a les consultations en sexologie. Je me permets, Dr Patrick,
Il est avec nous depuis très très longtemps et je l'ai rencontré en colloque d'Action Traitement. Et depuis ce jour, Ikambéré, je ne peux pas dire qu'il s'est marié avec le dessin, mais il est vraiment volontaire. Il est vraiment volontaire. Il vient faire des animations de groupe et actuellement, on a projeté en décembre les consultations en sexologie, les consultations individuelles. Et quand j'en ai parlé aux femmes, elles se sont bousculées pour s'inscrire. Et comme le docteur Patrick a dit, ce n'est que 6 femmes, mais je pense que votre liste, c'est plus de 6 femmes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour renforcer les capacités de ces femmes-là? Il y a l'informatique. Il y a quelqu'un qui avait dit, celui qui ne connaît pas, manipuler l'outil informatique est un analphabète au XXIe siècle. On les aide aussi, le B.A.B.A. Et à Ikambéré, nous avions un cyberespace où ces femmes viennent ouvrir leur boîte mail parce que certains n'en ont pas. Elles consultent leur boîte mail et il y a toujours la conseillère en insertion professionnelle qui est là pour les aider. Nous avions les ateliers de sensibilisation. Hors les murs d'Ikambéré, Ikambéré a beaucoup de partenaires de terrain. Nous menons des sensibilisations ou des ateliers dans des associations qui accompagnent les femmes en situation de prostitution. Je ne sais pas si vous avez déjà au captif la libération, ainsi que dans les CHU où les femmes sont éloignées des soins. Et il y a la pérédance, j'en ai parlé. Alors, Ikambéré, c'est déjà dit, il y a les actions de prévention en santé au sein de la maison accueillante et hors les murs. Il y a au captif la libération, le SAMU social, Adoma, bon, trop de littérature, on a déjà parlé. Et l'objectif, c'est quoi? Principal, c'est d'améliorer les conséquences sur la santé sexuelle. Quand tu échanges avec certaines femmes, avec les femmes nigérianes, parce que là, au captif, la libération, quand tu échanges avec ces femmes, tu te rends compte qu'elles n'ont pas cette éducation. Il faudrait qu'on lave le vagin. Et il faudrait que tu utilises des mots, parce que pour parler de la santé sexuelle, ce ne sont pas seulement des mots que tu leur donnes, mais il y a aussi des clés que toi, le personnel, tu dois avoir en main. Les clés que j'ai parfois pour parler avec elles sans leur heurter, vous savez très bien que ça touche l'intimité. Alors, pour ne pas leur heurter, pour ne pas me mettre en difficulté et de mettre ces femmes aussi en difficulté, j'ai des clés que j'utilise. Il y a déjà le langage. Je m'adresse à qui et comment? Ce sont des anglophones. Je fais les efforts, bien sûr que le Cameroun est bilingue, de faire tout en anglais. Et il y a aussi la posture. Je ne les condamne pas, quel que soit ce qu'elles disent. Il y a mon attitude. Quand j'arrive, je fais tout pour être au même niveau qu'elles ne se sentent pas que devant elles, c'est une conseillère en santé sexuelle qui est là. Non, je dégage ça, je mets de côté et les choses vont tranquillement. Il y a là ce qu'on appelle le temps, la notion de temporalité. Une personne qui a fait une pratique, une personne qu'on lui a dit depuis la tendre enfance qu'il ne faudrait pas que tu dises non. Est-ce que vous pensez que c'est en faisant un atelier avec elle, 2, 3, qu'elle va apprendre à dire non? Il faut du temps, parce que mon temps n'est pas le temps du participant qui est en face de moi. Et la répétition. Je reviens tout le temps sur des choses et parfois, ce sont elles qui me proposent ce que je dois dire. Je ne viens pas avec tout préparé. Alors les filles, vous pensez qu'on peut parler de quoi aujourd'hui? Je peux revenir sur un même sujet 10 fois et je ne suis pas fatiguée. Ce qui permet à ces femmes d'être fortes et à ces femmes de prendre leur vie en main et de libérer la parole. Et toujours orientée vers les lieux ressources. Et pour cela, nous avions, en 2021, nous avions commencé une formation sur cet outil Réponse pour elle. Nous formons le personnel médico-social, ça fait aujourd'hui 1000 personnes que nous avons formées dans le domaine médico-social et plus de 100 structures en Afrique, en Hexagone, ici en Hexagone et dans les dom-toms.
Cet outil, c'est quoi? C'est juste des cartes qui permettent à nous, à vous et moi, d'animer les groupes de parole sans toutefois vous retrouver en difficulté. Et ça aborde beaucoup de thèmes. Et c'est bien coloré. Toute personne peut participer. Les participantes, qu'elles sachent lire ou pas. Il faut que j'apporte la précision. C'est le personnel médico-social qu'on forme et après, ils animent les